Salut à tous, l'OMS, les crises sanitaires mondiales, ce sont des sujets qu'on entend partout, n'est-ce pas? Mais au fond, est-ce qu'on connaît vraiment les règles du jeu? Eh bien, il existe un accord, le Règlement sanitaire international, qui est un peu le code de la route mondiale face aux épidémies. C'est un document absolument essentiel qui vient d'être mis à jour, et on va plonger dedans pour voir ce que ça change concrètement pour nous tous. Une crise sanitaire dans un pays peut avoir des répercussions très rapides. Bon, cette phrase, elle dit tout. C'est vraiment le cœur du problème. Aujourd'hui, un virus, ça voyage plus vite qu'un avion. C'est fou quand on y pense. Ce qui démarre à l'autre bout du monde peut se retrouver chez nous en quelques jours à peine. Et c'est cette réalité qui fait que la coopération internationale, ce n'est plus juste une bonne idée, c'est une pure nécessité. Ok, donc pour bien saisir pourquoi ce règlement est si important, le plus simple c'est de jeter un œil en arrière, se rappeler un peu ce qui se passe quand justement il n'y a pas de coordination. Et disons que l'histoire récente nous a offert quelques leçons, parfois assez douloureuses. SRAS, H1N1, Ebola et évidemment la Covid-19. Ces noms, c'est pas juste des acronymes. Ça nous rappelle des moments, des inquiétudes, cette impression que le monde entier retenait son souffle. Et à chaque fois, c'était la même leçon, implacable. Un virus, ça n'a pas de passeport. Et donc, à chaque fois, la même conclusion qui s'imposait, il faut absolument qu'on s'organise mieux. Et c'est justement pour ne pas avoir à revivre ça en boucle que la communauté internationale a mis en place une réponse coordonnée. Et cette réponse, elle tient en 3 lettres. Le RSI pour Règlement sanitaire international. Allez, voyons un peu ce qu'il y a sous le capot. Alors, le RSI, concrètement, c'est quoi? En fait, il faut l'imaginer comme un immense accord mondial. C'est un peu comme si chaque pays s'engageait à être un maillon d'une chaîne de surveillance globale. C'est un traité, juridiquement contraignant, une sorte de pacte où tout le monde promet de tirer la sonnette d'alarme au moindre danger et surtout d'agir de concert. Et le truc qui est vraiment impressionnant, c'est que ce n'est pas juste un accord entre quelques pays. Non. On parle de 196 pays. C'est quasiment la planète entière qui est signataire. C'est sans doute l'un des plus grands engagements collectifs de notre époque en matière de santé. C'est énorme. Mais au final, le but c'est quoi? Eh bien, c'est un vrai numéro d'équilibriste. D'un côté, il faut à tout prix stopper la propagation des maladies, mais de l'autre, on ne peut pas paralyser le monde entier à la moindre alerte. Et tout le défi du RSSI, il est là. Comment trouver ce juste milieu, cet équilibre parfait entre protéger la santé de tous et, en même temps, préserver l'économie et notre liberté de circuler? Bon, signer un document, c'est bien beau. Mais sur le terrain, ça veut dire quoi? Concrètement, quand ces 196 pays signent, à quoi est-ce qu'ils s'engagent? C'est quoi les obligations réelles? En gros, l'engagement repose sur 3 piliers essentiels. D'abord, la communication. Chaque pays doit avoir une sorte de ligne rouge directe avec l'OMS, joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, les capacités. Parce que communiquer c'est bien, mais il faut pouvoir agir. Ça veut dire avoir des labos qui tournent, des experts sur le terrain, bref, avoir les moyens de détecter une menace. Et enfin, le 3e pilier, la transparence. Si un truc bizarre se passe, un événement sanitaire inhabituel, le pays a l'obligation formelle d'en informer l'OMS tout de suite. C'est un peu le principe du premier au courant, premier à partailler. Ok, mais on peut se poser la question, un règlement qui date de 2005, est-ce que c'est encore adapté à notre monde d'aujourd'hui? La réponse, c'est clairement non, si il n'évolue pas. Et la pandémie de Covid-19, ça a été un véritable électrochoc, un stress test grandeur nature qui a montré les limites du système. Il fallait donc absolument le mettre à jour. Et c'est exactement ce qui vient de se passer, en juin 2024. Il faut s'imaginer le truc. Après des années de négociations super intenses, les 196 pays ont réussi à se mettre d'accord sur toute une série de modifications. Le but c'était simple, intégrer toutes les leçons, parfois très dures, qu'on a apprises pendant la pandémie. Et là, on touche à un vrai changement de philosophie. L'ancien RSI, celui de 2005, c'était un peu un plan d'intervention pour les pompiers. Comment on fait pour éteindre l'incendie une fois qu'il est là? La nouvelle version, celle de 2024, c'est aussi un plan pour l'architecte. Comment on construit des bâtiments qui, à la base, ne prennent pas feu. On passe donc d'une logique de simple réaction à une véritable culture de la prévention. Concrètement, ça change quoi? On se souvient tous des débuts de la pandémie, le flou total sur les infos, la course folle pour avoir des masques, et puis pour les vaccins, eh bien, les amendements, ils visent précisément à corriger tout ça. Ils encouragent beaucoup plus de solidarité, un partage d'infos plus rapide, un soutien pour muscler les systèmes de santé les plus fragiles et des mécanismes pour que l'accès aux vaccins ou aux traitements soit plus juste pour tout le monde. Et il y a même un soutien financier pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Évidemment, tous ces changements, ça a soulevé pas mal de questions et parfois même des craintes, surtout autour de 2 points sensibles. La souveraineté des pays et le rôle exact de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, on va aborder ça de front. C'est la grande question qui a mis le feu aux poudres dans beaucoup de débats. Est-ce que ce règlement est une sorte de cheval de Troie qui permettrait à une organisation internationale de commander les nations? Autrement dit, est-ce que les pays perdent un bout de leur souveraineté? La réponse, que ce soit dans les textes eux-mêmes ou de la part des gouvernements qui les ont négociés, comme la Suisse qu'on cite ici, est sans ambiguïté. C'est non.
Au contraire même. Les amendements réaffirment noir sur blanc que chaque État reste le seul et unique maître à bord pour décider de ses propres politiques de santé. Et ça nous amène à l'autre grande crainte. Est-ce que l'OMS pourrait, par exemple, forcer un pays à confiner sa population ou à imposer un vaccin? Là aussi, la réponse est un non catégorique. Il faut vraiment voir l'OMS comme un grand expert mondial, un conseiller. L'OMS peut analyser une situation et dire, voilà, d'après nous, la meilleure chose à faire serait ceci ou cela, mais attention, ce sont des recommandations, pas des ordres. Au final, c'est toujours le gouvernement de chaque pays et lui seul qui a le dernier mot et qui décide d'appliquer ou non ses conseils. Ok, après avoir plongé dans tous ces détails un peu techniques, revenons à l'essentiel. Au fond, pourquoi tout ça nous concerne? Pourquoi est-ce que c'est si important? Il faut voir le RSI non pas comme une contrainte, mais plutôt comme notre assurance vie collective. C'est juste le constat, plein de bon sens, que face à un ennemi qui se fiche complètement des frontières, comme un virus, se défendre chacun dans son coin, c'est voué à l'échec. La seule réponse qui tienne la route, c'est une réponse solidaire. Alors, si on devait résumer tout ça en 4 points clés à garder en tête, ce serait cela. Premièrement, le RSI est un traité qui nous lie quasiment tous sur la planète. Deuxièmement, son succès dépend de l'engagement de chaque pays à jouer le jeu de la vigilance et de la transparence. Troisièmement, la nouvelle version nous prépare mieux pour l'avenir en mettant le paquet sur la prévention. Et quatrièmement, le point crucial, tout ça se fait dans le respect absolu de la souveraineté de chaque nation. Et pour finir, une petite question à méditer. Dans un monde où les maladies, elles, n'ont pas de frontières, est-ce que collaborer est encore un choix ou est-ce que c'est tout simplement devenu une nécessité pour survivre ?